Aujourd'hui, je vous donne des conseils sur comment faire des économies en argentique. Dans ma dernière vidéo, je parlais déjà de ce sujet, du prix en argentique, mais j'avais abordé le truc plus au travers de l'état d'esprit. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à ça, quelles questions on peut se poser et quels arguments on peut donner pour justifier ce prix. Donc ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, allez la voir et vous pourrez voir si ces arguments ont du sens pour vous. Parce que moi, mon but, c'est pas de convaincre tout le monde. Si certains se retrouvent dans mon discours et si ça peut en aider certains à franchir le pas, se mettre à bosser en argentique, c'est cool, c'est le but. Après, ça peut aussi en conforter d'autres dans l'idée que c'est pas fait pour eux, qu'ils ont envie de bosser autrement et c'est très bien aussi. Ça me permet de préciser que ma chaîne YouTube, c'est absolument pas une chaîne argentique. Là, je me suis lancé sur ce sujet et j'ai pas mal de trucs à dire, donc je fais plusieurs vidéos à la suite qui parlent de ça. Mais je vais aborder plein d'autres sujets, donc n'hésitez pas à suivre et à vous abonner même si vous faites pas d'argentique. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de faire la suite de la dernière vidéo. En gros, si vous êtes convaincu que l'argentique c'est fait pour vous, que c'est votre outil, que vous avez envie de bosser comme ça, et que vous êtes ok pour mettre de l'argent là-dedans, ça n'empêche pas d'essayer de faire des économies et de shooter pour le moins cher possible. Donc je vais vous donner des conseils pratiques par rapport à ça. Je vais essayer de pas m'arrêter à des conseils pratiques de base parce que bien sûr je vais pas réinventer la roue et je pense que tous les arguments que je vais donner soit c'est des trucs que vous avez déjà entendus, soit c'est des trucs que vous appliquez déjà, mais je vais essayer de développer un petit peu, expliquer comment moi j'applique ça, pourquoi moi c'est intéressant d'appliquer tel ou tel conseil. Donc c'est parti. Mon premier conseil, c'est d'acheter plein de films. Bon, c'est un peu contre-intuitif comme ça, les films c'est cher. Moi, mon premier conseil, c'est de vous dire d'en acheter plein. Déjà, c'est pour une question de prix. Évidemment, si vous achetez des lots de 5 ou 10 films, vous allez les payer moins cher qu'à l'unité. Mais c'est pas l'argument premier pour moi, parce que la différence n'est pas si énorme. Souvent, on va gagner 50 centimes, 1 euro, 2 euros maximum sur chaque film, parce que souvent on fait ça en ligne, il y a les frais de port, etc. Il y a deux trucs qui sont intéressants pour moi dans le fait d'acheter en lot comme ça. La première chose, c'est d'essayer de s'enlever de la tête cette idée du prix. J'en ai déjà parlé, moi j'essaye de ne pas y penser. Donc je préfère faire une grosse commande de temps en temps. C'est-à-dire que je passe à la caisse une fois, mais c'est une grosse commande. Souvent dans ce cas-là, j'en ai pour 300, 400, voire 500 euros, parce que je fais le plein de tout, quoi. Vraiment, j'achète des 4,5, des 120, des 135, de la couleur, du noir et blanc. Après, l'idée, c'est d'être tranquille pendant plusieurs mois et de ne plus y penser. J'ai mon stock dans mes tiroirs, dans mon frigo, et dès que j'ai besoin de shooter, j'ai mes films et je me pose pas la question. Donc c'est un peu l'idée de réduire la friction et... Voilà, si on a un shoot le samedi matin, on va pas commencer le vendredi soir à se dire merde, j'ai plus de films, va falloir que je passe à la boutique, machin. Non, on a son stock. Moi, je me mets plein de films dans le sac, même si je shoote pas tout, au moins je sais que j'en ai si besoin. Le deuxième truc qui est intéressant, c'est si par exemple vous voulez tester des émulsions. S'il y a un film que vous avez jamais shooté, que vous avez envie de tester, je sais pas, par exemple la FP4, moi mon conseil c'est pas d'en acheter une, c'est d'en acheter plutôt 5. Moi c'est ce que je fais, parce que le rendu d'un film ça va dépendre de plein de trucs, des conditions lumineuses, de ce que vous shootez ce jour-là, etc. De aussi si vous exposez bien ou pas. Donc si on fait un seul film, c'est un peu compliqué de se faire une idée. C'est pour ça que moi je préfère en acheter plusieurs d'un coup. Je vais tester ce film pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et à la fin je vais me faire un peu une idée globale du rendu, si ça me plaît ou pas, parce que j'aurais shooté dans plein de conditions différentes, plein de trucs différents. Donc voilà, mon premier conseil, si vous avez une commande à faire ou si vous avez des films à tester, n'hésitez pas à en acheter pas mal, vous faire un petit stock et puis après vous enlevez ça de la tête et vous vous concentrez sur vos photos. Tant qu'on parle de passer commande, moi je me suis fait un tableau dans lequel j'ai répertorié les prix de mes émulsions préférées. Je vous mets ça à disposition si vous voulez télécharger ça. Dans la bio vous avez le lien, vous mettez votre mail, vous pourrez télécharger. Moi je m'en sers quand j'ai un boulot à faire, que j'hésite sur quel outil utiliser. Et ça me permet d'avoir une vision d'ensemble et de voir si je shoot ça au 4.5 avec telle émulsion, ça va me coûter ça. Si je shoot ça au 120 en couleur avec tel film, ça va me coûter ça. J'ai simplement répertorié les prix sur les sites que j'utilise le plus pour commander. Donc en plus de ce tableau, j'ai fait un petit topo sur les films que j'utilise le plus. Avec le temps, j'essaye de détailler format par format ce que j'utilise. Et j'ai mis quelques exemples de photos que j'ai faites avec telle ou telle émulsion aussi, si certains veulent voir un petit peu les rendus. Un autre truc que vous pouvez faire en 135,
c'est vous acheter des rouleaux, souvent c'est des rouleaux de 30 mètres de film, et les charger vous-même. Donc c'est pas vraiment un conseil que je vous donne pour la simple et bonne raison que moi je l'ai jamais fait, donc je peux pas vous dire c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas c'est un truc que vous pouvez faire. Au niveau du prix, je pense que c'est assez intéressant quand même quand on regarde les prix des rouleaux de 30 mètres, notamment les films qui sont vraiment pas chers, par exemple la Faux Mapan. Je crois qu'un rouleau de 30 mètres ça doit être 50 ou 60 euros, donc c'est vraiment super intéressant au niveau du prix. Après il faut les charger soi-même, alors soit on peut utiliser des vieux carters, soit on peut s'acheter des carters vides. Peut-être que si certains le font dans les commentaires, vous pouvez expliquer si c'est galère à faire ou si ça va. Moi je pense que c'est intéressant si on shoot beaucoup au 135. Par exemple moi je le ferais seulement si j'avais un gros reportage à faire où je sais que j'ai envie de tout shooter au 135, ou un projet documentaire sur le long terme où pareil je veux shooter comme ça. Là peut-être que j'y réfléchirais, je me dirais bon je vais peut-être faire ça, ça va me coûter beaucoup moins cher. Mais moi quand je shoot au 135 j'ai plutôt envie de pas me prendre la tête et que ce soit facile. J'ai déjà plein de manipulations quand je suis à la chambre, où je dois charger mes châssis la veille, etc. Donc si quand je shoot au 135 il faut aussi que je coupe mes films dans le noir, que je les mette en carter et tout. Voilà, j'ai pas envie de m'embêter avec ça pour le moment, mais sachez que c'est un truc que vous pouvez faire. Dans le tableau dont je vous parlais tout à l'heure avec les comparatifs des prix, j'ai mis aussi les prix des rouleaux de 30 mètres, donc vous pouvez voir, comparer par rapport à un film pris à l'unité, ce que ça donne. Le troisième conseil, c'est de privilégier le noir et blanc. Alors là on touche à votre pratique, attention, j'y vais avec des pincettes. Bien sûr que si votre truc c'est la couleur, que c'est important pour vous, pour vos images, etc., shooter en couleur bien entendu. Mais si vous hésitez, je sais pas, par exemple quelqu'un qui veut se mettre à l'argentique, qui hésite un peu à acheter des films couleur ou noir et blanc, commencez par le noir et blanc, c'est moins cher. C'est formateur parce que vous pouvez tout faire direct, développer, tirer, etc. J'en parlerai par la suite. C'est quand même assez important la différence de prix. Moi je le vois notamment à la chambre. Je crois que j'avais fait le calcul, quand j'achète des HP5 par paquet de 100, ça doit me coûter peut-être 2 euros la feuille, un truc comme ça. Et des portraits 400, ça doit être 10 euros la feuille. Donc ça fait réfléchir à deux fois. L'avantage du noir et blanc aussi, c'est que ça se périme moins vite. Donc si vous voulez acheter des films périmés sur le bon coin, ça se trouve pas mal. Vous pouvez acheter, moi ça m'est arrivé de shooter là récemment des films de 10-20 ans périmés. C'est pas parfait, mais il y a des images et pour certains trucs ça fait le taf, voire ça a un rendu intéressant. Donc vous pouvez shooter des films périmés plus facilement en noir et blanc qu'en couleur. La couleur ça se périme plus vite et ça fait des couleurs bizarres. Si vous voulez vraiment shooter de la couleur, vous pouvez acheter des films, pas forcément les top films comme de la Portra. Vous pouvez vous acheter de la Gold ou des trucs comme ça, ça fait super bien le taf et c'est moins cher. Le quatrième conseil, c'est de développer vous-même vos films. Comme je disais à l'instant, c'est plus facile en noir et blanc, mais vous pouvez aussi le faire en couleur. Il y a deux gros avantages à mon sens de développer soi-même. Le premier, c'est évidemment d'un point de vue économique, mais c'est le thème de la vidéo. Vous pouvez attendre d'avoir quelques films d'exposés, 4 ou 5, et tout développer en même temps avec la même chimie. Ça vous permet de faire des économies aussi. Vous pouvez expérimenter des choses, des révélateurs différents, des concentrations différentes, des temps différents, etc. Il y a plein de trucs à tester. Vous pouvez tester de révéler dans de la chimie un peu périmée aussi. Moi je faisais ça pendant un temps. J'acceptais qu'il y ait des accidents et qu'il y ait des films qui soient un peu sous-développés. Au contraire, ça m'intéressait d'avoir des rendus un peu bizarres que j'obtiendrais pas en labo. Donc voilà, ça c'est tout un truc. Et le deuxième truc qui est super intéressant pour moi, c'est qu'on a la main sur tout le process et on peut gérer notre temps, notre production comme on veut. Moi je développe moins en ce moment parce que j'ai moins le temps, moins l'espace, mais avant je le faisais, et quand je le faisais ça m'arrivait d'aller shooter et de rentrer, de développer direct. Je développais, je faisais sécher mes films à côté de mon linge, de mes caleçons, et le soir même je scannais. Et j'adorais, c'était trop bien de pouvoir gérer comme ça, de plus avoir besoin de passer par la case labo où des fois ils sont débordés, il y a 1 semaine, 2 semaines de délai, on attend nos images et tout. Là vraiment c'est nous qui gérons à 100%. Donc 3 avantages finalement, j'ai dit 2 mais c'est 3. Faire des économies, expérimenter des choses et avoir la main sur tout le process.
Le cinquième conseil, mais qui est quasiment la première chose à faire si vous voulez faire des économies en argentique, c'est de scanner vos films vous-même. Autant le développement, ça demande un peu de préparation quand même, de matos, de pas faire n'importe quoi avec les chimies, etc. Donc ça demande un peu d'organisation quand même. Autant scanner ces films, c'est super simple. Vous pouvez soit vous acheter un petit scanner, pas forcément très cher au départ, soit vous achetez une table lumineuse et faire des reproductions de vos négatifs avec votre appareil photo. Vous avez plein de tutos là-dessus sur YouTube, vous pouvez regarder facilement comment on fait. C'est pas forcément les meilleurs rendus parce qu'on le fait pas forcément très bien, faut essayer d'être rigoureux, mais ça vous permet de visualiser vos images. Moi je le fais notamment avec mes 4-5, je mets ça sur ma table lumineuse, je fais une photo, je mets ça sur Photoshop, je passe ça en positif et ça me permet de visualiser la photo. Et après les images que je trouve les plus intéressantes, je vais les mettre à numériser ailleurs ou je vais le faire moi-même dans un truc libre service. C'est facile à mettre en place le fait de scanner soi-même et ça fait faire quand même pas mal d'économies parce que les numérisations sont chères en labo et honnêtement c'est pas toujours très bien fait. Donc vous avez meilleur compte de vous acheter un scanner ou de le faire vous-même avec votre appareil photo. J'en ai terminé, j'espère que vous aurez appris des trucs, que certains vont mettre en place 2-3 conseils si c'est pas déjà le cas. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le document aussi si ça vous intéresse. Ça vous permet aussi d'être sur ma liste email et d'être informé si j'ai des choses à annoncer. Si vous avez des idées de thématiques, de choses que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt.